Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours sur la notion de champ en physique. Comme toujours, commençons cette vidéo par une situation illustrée, ici les aurores boréales. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, dans l'espace, des particules appelées rayons cosmiques, en provenance essentiellement du Soleil, bombardent continuellement la Terre. Quand certaines de ces particules chargées arrivent en mouvement à grande vitesse dans le champ magnétique terrestre, elles rentrent en collision avec les molécules d'air. C'est alors qu'il y a émission de lumière colorée, les fameuses aurores boréales. Alors, dans cette description un petit peu sommaire de la naissance des aurores boréales, un des acteurs importants, c'est le champ magnétique terrestre. Eh bien, au travers de 4 petites vidéos, je vous propose de nous familiariser avec la notion de champ. Dans cette première capsule, on fera une définition approximative du champ. Je dis approximative puisque cette définition va évoluer au cours des capsules. Et on fera un focus sur le champ magnétique. Dans une deuxième vidéo, on s'intéressera au champ électrostatique et dans un troisième temps au champ de pesanteur. Enfin, dans une quatrième vidéo, que je qualifie de résumé orienté, on fera un petit peu un récapitulatif des principales caractéristiques de ces trois champs, tout en gardant à l'esprit qu'il existe d'autres types de champs que l'on va par exemple mentionner dans cette première vidéo. Alors comme promis, commençons par une définition approximative pour l'instant. Qu'est-ce qu'un champ? Eh bien on peut dire que c'est quelque chose, une quantité physique qui prend une valeur en tout point de l'espace et du temps. Alors, il existe plein de choses qui répondent à cette définition, comme par exemple la température. Imaginez que l'on promène à la surface des océans un thermomètre et qu'on relève en chaque point la température correspondante. Et à chaque température, on peut très bien associer aussi une couleur orange pour une température élevée, bleue pour une température basse. On peut ainsi avoir une carte de l'évolution de la température à la surface de l'océan. Eh bien, on a bien une quantité physique, donc ici une température, qui prend une valeur en tout point de l'espace, ici les océans, et du temps, ici à une date donnée. Eh bien, cela répond à la définition approximative pour l'instant qu'on a donnée du champ. On va dire qu'on a affaire à un champ de température. La quantité physique ici, elle est purement chiffrée. Un synonyme du mot chiffre ou du mot nombre, c'est scalaire. On dira que le champ de température est un champ scalaire. Est-ce que tous les champs sont scalaires? La réponse est non. Regardez, prenons un aimant. Un aimant posé sur la table, a priori, ne génère pas de perturbation à son voisinage. Et pourtant, si l'on dispose de la limaille de fer tout autour de l'aimant, celle-ci prend une direction particulière, privilégiée. La limaille de fer matérialise des lignes qui vont caractériser le champ magnétique. Ces lignes s'appellent des lignes de champ. Première différence donc avec le champ de température, puisqu'ici le champ magnétique est donc caractérisé par une direction, la direction montrée par la limaille de fer. Qu'est-ce qui se passe si on place au voisinage de l'aimant des aiguilles aimantées? On constate que celles-ci s'orientent dans un sens particulier. Le pôle nord de l'aiguille s'oriente vers le pôle sud de l'aimant. Deuxième différence avec le champ de température, le champ magnétique dispose aussi d'un sens. Le champ magnétique possède une valeur. Pour s'en rendre compte, on peut utiliser un appareil qui s'appelle le teslamètre. Et le teslamètre donc, permet de mesurer l'intensité du champ magnétique. Le champ magnétique a donc une valeur qui s'exprime en Tesla. Le champ magnétique, puisqu'il dispose de trois caractéristiques et non pas d'une valeur, et non pas d'une caractéristique qui est une valeur, le champ magnétique, on va dire que c'est un champ vectoriel. On va donc le représenter par un vecteur et non pas par une valeur. Ce vecteur aura pour lettre B. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, la direction de ce vecteur sera tangente à la ligne de champ, au point considéré. Le sens, le vecteur sera orienté vers le pôle sud. Et quant à la valeur, eh bien, ce sera celle indiquée par le testamètre. Ainsi, si je prends la première photo avec la limaille de fer et qu'on se place en un point parallèle de l'aimant, eh bien, le champ magnétique sera donc tangent à la ligne de champ au point considéré, dirigé vers le sud. Et donc on va le nommer B vecteur. Alors, une remarque, pour nous rendre compte que l'aimant générait une perturbation à son voisinage, on a disposé soit de la limaille de fer, soit des aiguilles aimantées. Limaille de fer et aiguilles aimantées portent parfois le nom d'objet test. Quant à l'aimant, lui, c'est l'objet source.
Alors, il nous est possible de balader une aiguille aimantée comme ça, je ne vais pas dire au quotidien, mais c'est c'est quand même, c'est pas non plus un phénomène extraordinaire. C'est la boussole. La boussole indique le nord géographique. Et plus précisément, elle s'oriente vers un point fixe du pôle nord géographique qu'on appelle le pôle nord magnétique. C'est ainsi que l'on peut très bien modéliser le cœur de la Terre, le noyau de la Terre, par un aimant. Alors je ne dis pas que le noyau de la Terre c'est un gros aimant avec un pôle sud et un pôle nord, mais on peut d'une façon un peu grossière l'assimiler comme un aimant avec un pôle sud et un pôle nord. Donc le pôle sud s'oriente vers le pôle nord géographique. On retrouve des lignes de champ donc comme dans la diapositive précédente, et donc la boussole, eh bien la direction de l'axe de la boussole, c'est tangent, pareil, aux lignes de champ, aux points considérés. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous parler d'une expérience qui est assez importante, c'est l'expérience d'Ørsted. En 1820, Ørsted faisait un cours devant ses étudiants, un cours donc sur le courant, et par hasard, il aurait laissé une boussole à proximité d'un fil qui était donc parcouru par un courant. Alors, par hasard, on peut toujours se demander jusqu'où le hasard existe. Il a constaté le phénomène suivant: quand le fil était parcouru par un courant, la boussole, l'aiguille aimantée de la boussole, a changé de direction. Et donc ça, c'était assez surprenant pour l'époque. Et finalement, on peut très bien dire qu'un conducteur électrique parcouru par un courant génère lui aussi un champ magnétique, puisque la boussole ici le détecte. Alors, au terme de ces quelques diapositives, on peut dire qu'un champ magnétique peut être créé par un aimant, par le noyau de certaines planètes comme la Terre, et aussi par des conducteurs électriques, comme ici le fil, parcouru par un courant. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir pour l'instant? Si on devait faire un mini bilan, eh bien, je dirais qu'un champ peut être soit caractérisé par un chiffre, un scalaire, soit alors par un vecteur. Mais alors, si le champ est vectoriel, on comprend bien que notre définition initiale approximative, à savoir un champ avec une quantité physique qui prend une valeur en tout point de l'espace et du temps, eh bien, notre définition commence à avoir ses limites, puisqu'ici elle n'aborde que la notion de valeur et elle ne parle pas de la notion de direction et de sens, qui caractérise aussi par exemple le champ magnétique.